Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission exceptionnelle Time for the Planet. Il y a maintenant 1 an, le mouvement est né. Nous sommes aujourd'hui plus de 6000 associés et la barre symbolique du million d'euros a été atteinte il y a maintenant quelques semaines. Ce soir, avec cette émission, nous symbolisons le passage du projet dans sa phase 2, la phase de concrétisation, la phase de sélection des innovations et la phase de création des premières entreprises. Cette émission va être organisée en 3 parties. Dans la première partie, nous allons échanger ensemble autour des ingrédients clés pour réaliser notre mission, c'est-à-dire lutter contre le dérèglement climatique à grande échelle. Dans la deuxième partie, nous évoquerons comment détecter et sélectionner les innovations au plus fort potentiel d'impact. Et enfin, en troisième partie, quelles seront les méthodes pour nous aider à transformer ces innovations en entreprises à succès. Pour commencer, pour cette première partie, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau Gabriel Plassa, ingénieur ADEME et cofondateur de la Fabrique des Mobilités. Bonjour. Bienvenue. Également à côté, Jean Jouzel, climatologue. Bonjour. Et ex-vice-président du groupe scientifique du GIEC. Merci d'être parmi nous, Jean. Également à côté, Rodolphe Meyer, plus connu sous le nom du Réveilleur, vulgarisateur scientifique. Merci, bonjour. Bienvenue. Et également Colline Debelle, cofondatrice du projet Time for the Planet. Bienvenue Colline. Merci. Pour ma part, je suis Denis Galagarcia, également cofondateur de Time for the Planet, habituellement en charge des projets innovation et stratégie scientifique, Mais pour ce soir et pour vous, j'ai troqué cette casquette contre le costume d'animateur et je vous présenterai cette émission tout au long. On commence tout de suite en resituant le contexte général. Nous sommes dans une situation d'urgence climatique. Jean, est-ce que tu peux nous dire pourquoi il est aujourd'hui vital d'agir et tout de suite ? Oui, d'abord parce que le réchauffement climatique, c'est une réalité. 2020 va être l'année la plus chaude que nous ayons connue en France depuis 150 ans. Les 6 dernières années à l'échelle planétaire ont été les années les plus chaudes que nous ayons connues, je dis bien à l'échelle de la planète. Et cette réalité, elle résulte de nos activités. C'est clair, nous avons... les émissions de gaz à effet de serre ont doublé en une 50aine d'années, de 27 milliards de tonnes d'équivalent CO2 en 1970 à 54 milliards l'an dernier. Donc, le réchauffement climatique, il est inéluctable. Nous n'échapperons pas d'ici 2040-2050 à 1 degré supplémentaire. Voilà, donc par rapport aux années 2010, je dis bien. Et puis, mais après, pour l'après 2050, nous avons vraiment encore la maîtrise du climat que, disons, nous allons vous préparer collectivement pour ta génération. Et c'est bien ça le problème. C'est quoi notre objectif ? Les mesures doivent être prises pour que les jeunes d'aujourd'hui, ta génération, les jeunes qui nous regardent, aient un climat auquel ils puissent s'adapter, disons qu'il ne leur pose pas de problème, en tout cas pour l'essentiel, dans la deuxième partie de ce siècle et bien sûr au-delà. C'est bien cela l'objectif. Et cet objectif, je crois qu'il a été perçu par les décideurs politiques. Quand j'adhère de façon très claire aux objectifs de l'accord de Paris, de prendre des mesures pour que le réchauffement climatique soit limité bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré. Alors c'est par rapport au plan industriel. Disons que par rapport à cette décennie 2010 qui s'achève, que nous venons de vivre, c'est 1 degré supplémentaire. Donc voilà, vous voyez, on l'aura déjà pris de façon inéluctable entre 2040 et 2050. Alors pour faire cela, nous savons, c'est justement notre communauté, tu as dit, moi je fais partie de cette communauté scientifique, je me suis intéressé à l'évolution de notre climat depuis plus d'une 50aine d'années maintenant. Et les messages sont très clairs. D'ailleurs, ils sont aussi extrêmement... ils s'inscrivent dans une continuité qui devrait nous amener à réfléchir et effectivement à prendre des décisions. Je dirais simplement que le climat que nous vivons aujourd'hui, c'est celui que nous avions anticipé. Enfin, mes collègues modélisateurs, il y a 30 ans, 40 ans, des années 80, aussi bien en termes de rythme de réchauffement, d'intensification des événements extrêmes, d'accélération de l'élévation du niveau de la mer, tout cela. Et ça devrait vraiment, je crois qu'il faut accorder un grand crédit aux chiffres que je vous ai donnés en termes d'évolution de notre climat. Alors, que faire pour rester autour de 2 degrés, 1,5 degré ? Nous le savons. Nous le savons puisqu'il faut, diminuer nos émissions très rapidement.
atteindre neutralité carbone en tout état de cause, ça c'est le bon sens. Si on veut stabiliser le climat, il faut atteindre neutralité carbone. 2050 pour 1,5 degré, 2070, 2080 pour 2 degrés. De toute façon, cette neutralité carbone, elle est indispensable. Et il faut s'y mettre tout de suite. Disons que si on veut atteindre neutralité carbone en 2050, eh bien, il faut vraiment être en mesure d'avoir pratiquement divisé par 2 nos émissions d'ici 2030, au moins par rapport à 90. Et cela, et j'en terminerai là, on a des chiffres très clairs. Alors à l'échelle planétaire, disons 1,5 degré, ce serait diminuer de 7% chaque année nos émissions entre 2020 et 2030. Si on se contente, mais disons, les climatologues montrent de façon très claire que ce serait mieux de rester autour d'1,5 degré. Si on se contente de 2 degrés, ce serait quand même 3%, 3% chaque année. Et il y a aussi les chiffres au niveau français, on a aussi du retard, on est du retard au niveau européen. Voilà le contexte actuel qui est très clairement, disons, vraiment, les chiffres que je vous donne, on ne va pas en donner trop, ils sont vraiment extrêmement sérieux, dits et redits depuis une trentaine d'années. Du coup, vous avez aussi travaillé, comme tu le disais, des simulations sur le futur. Ça a été le cas dans le passé et elles se sont avérées vraies. Il y a aussi des simulations là, dans le futur, pour pouvoir agir et contrôler, en tout cas, ce réchauffement en deçà de 1,5 ou de 2 degrés. Dans ces éléments clés, pour justement agir réellement, il y a l'innovation. L'innovation joue un rôle clé. Est-ce que tu peux nous confirmer ce positionnement de l'innovation dans les scénarios du GIEC ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bien sûr, c'est aller vers une société sobre en carbone. Disons que, allez, grosso modo, les 3/4 des émissions sont liées à notre énergie, à peu près 20% disons alimentation, agriculture, je vais faire simple. Donc l'innovation dans ces domaines est très importante. Alors il y a quelques mots-clés, évidemment, il y a le mix énergétique, il y a l'efficacité énergétique, ce sont des mots extrêmement importants. Les autres mots-clés que je donne très souvent, évidemment, c'est aussi la sobriété. Je ne crois pas qu'on y arrivera. Disons que l'efficacité énergétique, c'est vraiment faire les mêmes choses avec moins d'énergie. La sobriété, c'est faire attention à ce qu'on fait. Mais il y a aussi l'éducation et il y a aussi les investissements. Alors des investissements qui sont largement dédiés à l'innovation. Alors je pense qu'il faut jouer sur tous les leviers et l'innovation a un rôle important à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Quand je pense à innovation, je ne pense pas forcément seulement à innovation technologique. Ça peut être de l'innovation sociétale, dans le mode de fonctionnement de nos sociétés, je dirais de façon assez large. On voit bien, il y a tellement de domaines où on peut garder le plaisir de vivre, la qualité de vie et même l'accroître, et disons avec une organisation un peu différente des relations entre les gens. Et je le crois aussi, c'est le dernier mot-clé que je citerai, avec beaucoup de solidarité. Parce que le premier risque du réchauffement climatique, c'est quand même l'accroissement des inégalités. Oui, tout à fait. Et je rebondis là-dessus sur cette notion d'innovation à la fois technologique, mais même plus large que ça, mais aussi sociale. Time for the Planet a cette vocation et cette ambition de faire les deux en impliquant le citoyen dans son action. Rodolphe, toi, ton quotidien, c'est ça, c'est d'informer, de donner de la connaissance justement à tout le monde sur le changement climatique, sur les énergies, sur le cycle du carbone. En quoi l'apport de connaissances comme ça a un rôle clé, permet cette action finalement collective ? Eh bien, déjà, le premier aspect, c'est qu'effectivement, on va avoir des transformations dans le monde qui vont être importantes, et ces transformations, il faut les comprendre. Il faut comprendre comment le changement climatique va se traduire dans la vie de tous les jours pour pouvoir agir contre. S'il n'y a pas de problème, on n'a pas envie de changer la société pour l'adresser. Donc la première partie où l'information est pertinente, c'est comprendre le problème pour motiver les gens à agir. Parce que la transformation dont on parle ici, en termes de transformation de l'utilisation de l'énergie ou des quantités d'énergie qu'on utilise, vont être absolument énormes. Et c'est des transformations qui vont changer notre vie de tous les jours. Donc si on ne comprend pas pourquoi il faut faire ces transformations-là, personne ne sera prêt à les faire. Et encore faut-il après mettre en place des actions, mais des actions pertinentes. Donc la compréhension permet aussi de savoir quel type d'action mettre en place, c'est ça ? Oui, tout à fait. Déjà, il faut comprendre quelles sont les causes de ce changement climatique. Donc on l'a dit, les gaz à effet de serre. Mais après, il faut comprendre dans notre vie tous les jours comment on les émet, ces gaz à effet de serre. Et on les émet un peu à travers toutes nos activités, mais pas de la même façon. Donc si vous voulez, si aujourd'hui on imagine que lutter contre le changement climatique, c'est juste remplacer les bouteilles en plastique par des gobelets en carton, on ne va pas s'en sortir. C'est des enjeux beaucoup plus grands. Et c'est en identifiant où on émet du CO2 qu'on sait où il faut agir. Et puis après, dans un second temps, on va aussi avoir tout un panel de solutions, tout un panel de voies même politiques. On parle de solutions technologiques, mais on parle aussi de choix qu'on va devoir faire sur notre façon d'organiser, sur la façon de construire les villes, sur ce qu'on considère comme important
pour le développement humain. Et ces choix-là, pour pouvoir faire la différence entre ces choix, il faut comprendre les implications. Il faut comprendre quels besoins on va avoir en matériaux derrière, quels impacts environnementaux il va y avoir. Parce que les solutions de demain, ce n'est pas des solutions parfaites qui n'ont aucun impact. Donc c'est des arbitrages à faire. Et pour faire les meilleurs arbitrages possibles, il faut comprendre les avantages et les défauts des différentes voies et des différentes technologies. Et ça sous-entend quand même pas mal de transformations. Il faut aussi que ce soit accepté. Là encore, la connaissance est une clé pour que les gens puissent comprendre, accepter ou qu'on puisse adapter à une nouvelle situation. Oui, et ça va être important parce que ce qu'on voit de plus en plus, c'est... Alors effectivement, il y a un changement climatique, mais il y a aussi un climat de défiance qui s'installe et les rapports dans la société ont tendance à changer autour de pas mal de questions, y compris de la perception de la science. On l'a vu avec le coronavirus, pas seulement avec le changement climatique. Et ça, c'est important de travailler aussi là-dessus et en fait de réussir à construire quelque chose ensemble. Et donc, il faut que tout le monde comprenne pourquoi on change, qu'est-ce qu'on change et quelles sont les justifications. Et c'est des choses qu'on voit assez bien, différents pays, par exemple, qui mettent une taxe carbone en place. C'est quelque chose qui est perçu très différemment par la population, suivant comment on justifie cette taxe carbone, suivant comment on l'utilise, etc. Donc vraiment, les connaissances, c'est important pour comprendre ce qu'on doit faire, comment le faire, et que tout le monde comprenne dans quelle direction on va. Et sans ça, on ne pourra pas avancer. Et aujourd'hui, je pense que sur les questions de climat, entre autres, c'est beaucoup de désinformation qui nous divise, et que si on était plus informés, on avancerait mieux et plus vite. Et dans ce cas, on vous invite à regarder la chaîne YouTube Le Réveilleur pour comprendre justement parfaitement tous ces enjeux. Merci. Tu parles de construction collective, justement. C'est, Gabriel, ce que finalement vous faites dans la Fabrique des mobilités. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette institution ? Oui, volontiers. Donc, la Fabrique des mobilités, c'est une association qui vise à transformer le secteur de la mobilité pour la rendre plus durable, plus efficace. Et donc, nous partons de défis, de problèmes, comme Time for the Planet. On réduit le champ sur vraiment des problèmes précis. Et l'objectif, c'est de produire des ressources qui sont à la fois utiles aux différentes parties prenantes, à la différence que ces ressources sont ouvertes et donc librement accessibles à toutes les parties prenantes de cet écosystème. C'est un élément ultra important. On parle souvent, nous, on communique beaucoup sur l'open source. C'est vraiment un outil stratégique pour fédérer les acteurs dans la fabrique des mobilités, finalement. Tout à fait. Nous avons fait ce choix-là pour à la fois permettre de produire des ressources qui sont utiles largement. On n'a pas besoin de demander l'autorisation pour l'utiliser. La ressource est là. On parle d'équipotentialité d'accès. Tout le monde a accès à la ressource. Et en même temps, cette ressource, elle va synchroniser les acteurs entre eux, puisqu'ils vont tous l'utiliser. Et donc, on va synchroniser à la fois des collectivités territoriales, des acteurs industriels, des associations, des pouvoirs publics et des citoyens. Donc il y a un double rôle, à la fois c'est un but et en même temps ça synchronise des acteurs. Donc il faut voir ça comme des briques de Lego qui sont combinables et qui sont facilement utilisables par une majorité de parties prenantes. Et la gestion de cette brique de Lego, ça se travaille au niveau de la licence. Et c'est donc dans la licence que la communauté qui développe cette ressource va gérer les règles d'accès à la ressource, qui peut l'utiliser, pour en faire quoi. Et nous, on veille à ouvrir au maximum ces briques de Lego, à les rendre facilement accessibles, à les répertorier, pour constituer un vivier en fait, de communs utilisable par tous. C'est très important ce que tu dis là. Nous, on a tendance dans notre présentation à dire open source n'est pas open bar. C'est-à-dire qu'il y a des règles d'utilisation. C'est quelque chose qui est cadré. On a l'impression que c'est un partage comme ça. Mais non, il y a quand même des règles qui permettent d'assurer cette diffusion et ce partage. Donc, c'est exactement ce que tu décris avec les licences. Une chose qu'on a tendance à penser de l'open source, c'est que c'est quand même réservé au monde du numérique. Dans ton cas, c'est sur la partie transport. Est-ce que tu as des exemples pour qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, l'open source n'est pas du tout un outil unique et dédié uniquement au numérique ? Oui, alors effectivement, ça vient du domaine du logiciel, cette culture de l'open source. Ce qui veut dire aussi, comme le numérique pénètre tous les secteurs industriels, ça veut dire aussi que la culture du numérique pénètre tous les secteurs industriels et donc la culture de l'open source. Alors, au départ, c'est plutôt des fondations notamment américaines, la fondation Linux par exemple, bien connue dans le domaine de l'open source. Et puis récemment, la Chine a créé la première fondation chinoise et une fondation dédiée aussi à l'open source. Et l'exemple là qui est projeté concerne un secteur industriel, c'est celui des voitures autonomes, de la robotisation des différents véhicules, que ce soit des véhicules lourds ou des véhicules légers. Eh bien, cette plateforme est aussi une plateforme open source. Elle a été mise en œuvre par un acteur industriel qui est Beidou, donc l'équivalent de Google en Chine. Et son objectif, en fait, c'est de gagner du temps
donc de produire plus vite un actif très utile à un secteur industriel, celui des véhicules, une ressource ouverte qui combine à la fois du logiciel, mais aussi du matériel, de la connaissance, et de la rendre accessible à toutes les parties prenantes. Donc on voit bien que maintenant ça devient en fait un enjeu stratégique même pour des acteurs industriels, qu'ils ne peuvent plus faire l'économie en fait de ne pas s'intéresser à l'open source. Ça devient obligatoire pour naviguer à la fois dans la complexité des problèmes qu'on a à résoudre et dans un monde numérique. C'est un éclairage très intéressant parce qu'on a tendance à peu connaître cette partie-là de l'open source. Et ce que tu nous dis, c'est que autour de nous, en tout cas, ça bouge déjà beaucoup plus vite et dans ce sens-là, que ce soit aux US ou en Chine finalement, c'est ça? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la fabrique des mobilités s'est répliquée à la fois dans d'autres domaines, par exemple la logistique ou dans l'énergie. Et la crise a fait émerger aussi deux fabriques, la fabrique des communs pédagogiques, pour pouvoir mieux travailler collectivement, et la fabrique de la santé, où il y a eu plein d'initiatives open source dans le domaine de la santé, qui maintenant méritent d'être hébergées et guidées par un dispositif à peu près équivalent. Très clair. Du coup, on vient de voir que l'innovation a un rôle clé, la pédagogie, la connaissance et la connaissance pertinente, on va dire, d'une problématique pour pouvoir agir. L'open source, c'est des éléments clés qu'on retrouve dans l'initiative Time for the Planet. Ce qu'on vous propose, c'est une petite vidéo de présentation du mouvement pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Et ensuite, on échangera avec Colline pour entrer un petit peu plus dans le détail. Vous avez prévu quoi en 2050 ? Parce que je sais pas si vous savez, mais il paraît qu'on va tous mourir. Pas trop chaud ? Allez, on change le plan. Aujourd'hui, deux stratégies s'opposent, mais semblent se rejoindre dans leur inefficacité. D'un côté, ceux qui veulent que rien ne change, business as usual. De l'autre, ceux qui disent que le grand châtiment est arrivé et que la fin du monde est proche. Et nous, au milieu, comme des... Et si on prenait le problème à l'envers ? Avez-vous jamais imaginé qu'avec des boîtes, on pouvait éviter la cata climatique ? Des boîtes, oui. Ah non, pas celle-là, non. Mais celle-là, celle qui façonne le monde dans lequel nous vivons. Si c'est l'argent qui décide de tout, alors jouons sur le terrain économique, mais avec nos propres règles. Puisqu'on n'a plus le temps, prenons le système économique à son propre jeu. C'est l'ambition de Time for the Planet. Rassembler 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises pensées de A à Z pour lutter contre le réchauffement climatique. Sa recette ? Détecter des innovations scientifiques qui permettent de régler le problème des gaz à effet de serre. Par exemple, construire avec de nouvelles méthodes. Les ciments actuels sont responsables de 5% des émissions de CO2. Remplacer les data centers par des technologies 1000 fois moins consommatrices en énergie. Et même capter le carbone à la sortie des cheminées d'usines. Les transformer en entreprises grâce à des entrepreneurs à succès et injecter de l'argent, beaucoup d'argent, pour que ces boîtes deviennent très vite mondiales parce qu'on n'a plus le temps. Mais le problème, c'est que même avec beaucoup d'argent, on peut toujours se planter. C'est pour ça qu'il y a un ingrédient magique, l'open source. Time for the Planet va mettre toutes ces découvertes gratuitement à disposition du monde entier pour que des milliers d'autres entreprises se créent en les copiant. Time for the Planet est déjà dans le top 10 des plus gros financements participatifs européens. Qu'est-ce qu'il manque alors ? Eh bien, juste toi. Nous sommes déjà des milliers, soyons des millions. Sur le site Time for the Planet, deviens copropriétaire d'un projet hors norme. Puisque personne ne viendra nous sauver, on va se sauver nous-mêmes. Et pour cela, on va avoir besoin de force, de ta force. La plus grande aventure de l'histoire de l'humanité t'attend. Alors, partage cette vidéo. Merci. Voilà, on vient de voir notre vidéo de présentation. Ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser la parole à Colline, qui va nous en dire un peu plus sur Time for the Planet. Avec plaisir. Alors d'abord, peut-être un petit mot sur la genèse pour vous expliquer d'où on vient. On est 6 citoyens, 6 entrepreneurs, la trentaine, et on avait une vraie frustration commune. C'est que ça faisait plusieurs années qu'on lisait la science, qu'on lisait le rapport du GIEC, qu'on écoutait la connaissance et qu'on se rendait compte qu'il y avait un vrai problème, qu'il y a un énorme tsunami qui nous arrive dessus. Et nous, on se sentait en tant que citoyens, comme beaucoup d'autres, très impuissants. Culpabilisés par notre action, mais surtout très impuissants et en manque de solutions concrètes pour agir. On a essayé de voter un peu différemment, et puis il y avait toujours des Donald Trump qui étaient là et qui faisaient pas du bien à la planète. On a essayé de changer un petit peu nos habitudes de consommation personnelle, et c'est très bien, mais avant de convaincre 7 milliards d'êtres humains de faire pareil, c'était difficile et on se sentait à nouveau très impuissant.
Et on a décidé de faire autrement, de miser sur un outil citoyen à ampleur mondiale qui soit capable de proposer des solutions très concrètes, puisqu'on est la dernière génération à pouvoir réussir et à devoir réussir pour notre bien à nous, quand on fera des vieux os, comme on dit, ou pour nos enfants, eh bien, il faut qu'on s'y mette et dès maintenant. Vous l'avez dit, Jean, on n'a plus le temps d'attendre. Donc nous, on a voulu miser sur l'aspect citoyen pour embarquer les gens et fédérer, comme tu le disais Rodolphe, pour fédérer les gens autour de nous. Comment ça se passe ? Eh bien, dans Time for the Planet, c'est un outil citoyen qui rassemble progressivement 1 milliard d'euros, comme vous l'avez vu, pour créer 100 entreprises qui sont pensées et paramétrées de A à Z pour lutter contre les gaz à effet de serre qui sont les principaux responsables de ce dérèglement climatique. Donc comment on fait ça ? D'abord, on fédère les acteurs. On arrête de chercher les héros du climat. On fédère les entreprises, les citoyens, les associations, les collectivités locales, pour tous ensemble transformer notre économie. Aujourd'hui, les gaz à effet de serre, c'est un problème systémique qui est de partout dans notre consommation, dans notre quotidien, et on a besoin de trouver les innovations qui vont aider les entreprises, les citoyens à agir, à produire autrement. Donc on va détecter des innovations, et je vous rejoins là-dessus, Jean, pas que des innovations high-tech, des innovations low-tech, des innovations de business model, des innovations sociétales, pour transformer de manière globale notre économie et notre manière de vivre. La deuxième chose, c'est donc on rassemble des acteurs. On se dit que si on a pu trouver pour le toit de Notre-Dame 1 milliard en quelques mois et juste en France, a priori trouver 1 milliard pour sauver la planète et garantir des conditions de vie décentes pour 7 milliards d'êtres humains, ça devrait être jouable. Et on se rend compte qu'il y a une vraie appétence pour ça. Les gens ont envie d'agir et de nous rejoindre. Et donc sur le site internet, n'importe qui peut devenir associé et participer à ce projet hors norme à nos côtés. Le deuxième élément, vous l'avez dit, c'est, Gabriel, l'open source, et ça c'est essentiel, c'est une vraie innovation. Le but de Time for the Planet, ce n'est pas de créer seulement 100 entreprises, mais finalement de créer 100 marchés ou 100 filières dont on a besoin. Parce que tout le CO2 ou le méthane capté en Chine, en Inde, en Afrique du Sud, au Canada, c'est autant de degrés en moins à Paris ou en France. Et c'est un enjeu sur lequel on n'a pas le choix, il faut collaborer, on ne peut pas jouer les uns contre les autres. Et ça c'est très important de comprendre qu'avec nos licences open source, on veut encourager à ce que plein d'entreprises copient, commercialisent et répliquent ces innovations très rapidement, et l'open source est cet outil qui permet de arroser la planète et le marché entier de ces innovations pour qu'elles prennent de l'ampleur très très rapidement, puisqu'encore une fois on n'a plus le temps d'attendre et de protéger avec des brevets les innovations pour les réserver à quelques usines ou à quelques personnes très spécifiques. Et enfin, je voudrais aussi rebondir sur l'intelligence collective. C'est quelque chose de très important dans notre mouvement citoyen. Au-delà d'être une entreprise, Time for the Planet, qui est donc une société à mission et aussi un mouvement citoyen, et on embarque plein de gens. Il y a évidemment les associés, les gens qui détiennent des parts, mais il y a plein de bénévoles qui se rassemblent aujourd'hui. Alors, collectif, d'abord, nous on est 6 cofondateurs, et donc c'est assez rare dans une entreprise d'être aussi nombreux, mais on a des centaines de personnes qui se rassemblent au sein de ce qu'on appelle la galaxie de l'action. Donc la galaxie de l'action, ce sont des outils, des méthodes, des formations où on embarque les gens et on propose à tout le monde d'apporter ses compétences et un petit peu de son temps pour s'engager avec nous, nous aider à traduire des documents, nous aider à rencontrer des grandes entreprises, nous aider au quotidien à donner de l'ampleur et de la force à ce mouvement, et ça c'est très important. Et puis le point essentiel, on ne veut pas rester impuissant, on veut que tout le monde passe à l'action, on ne veut plus être spectateur, je crois que c'est un point que les gens nous partagent beaucoup. Et donc, en fait, en devenant associé de Time for the Planet, on va faire voter, alors après avis d'un comité scientifique dont on va parler, d'évaluation, etc., et de plein de vérifications, mais on va faire voter à l'ensemble des associés le choix et les investissements que Time for the Planet va faire. Et donc, pour une fois, les gens vont pouvoir choisir leur avenir, vont pouvoir choisir les innovations qui vont faire le monde de demain et qui vont améliorer, qui vont participer à la lutte contre le dérèglement climatique. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est le collectif, c'est pas juste les 6 cofondateurs, c'est pas juste 3 scientifiques, c'est tous ensemble qu'on va faire des choix éclairés, parce que ça c'est très important. On va solliciter de la connaissance des meilleurs et ensuite on va tous ensemble décider où est-ce que ce milliard d'euros va aller pour financer les entreprises et le monde qu'on veut voir advenir pour demain. Pour les mettre en action, justement, ces citoyens, ces collectifs, nous on construit, on va dire, la structure, mais ils sont animés, tous les gens sont animés par la mission et pas en tout cas par l'appât du gain, puisqu'il y a un aspect qu'on a vu dans la vidéo qu'on n'a pas évoqué encore sur ce plateau, c'est la non-lucrativité du modèle de Time for the Planet, ou en tout cas le réinvestissement des bénéfices dans les projets et pas simplement pour de l'enrichissement personnel. On en avait parlé ensemble, Rodolphe, tu m'as dit que c'est un peu un garde-fou contre le greenwashing finalement. Comment tu situes un peu cette non-lucrativité pour les différents citoyens qui peuvent rejoindre le mouvement Time for the Planet ? Non, je pense que
Effectivement, ça ne va pas tout faire, parce que même avec les meilleures intentions, on peut se planter, mais c'est un garde-fou, ça peut éviter certains abus. Et je pense que c'est important aussi quand on veut construire un système de confiance avec des citoyens, c'est que ça évite cette question de voilà, est-ce qu'on n'essaie pas de me manipuler juste pour faire de l'argent, etc. Donc ça peut aider à former une communauté et à établir des liens de confiance qui sont importants, à mon avis, aujourd'hui et qu'on a de moins en moins. Donc je pense que c'est un aspect fédérateur indispensable pour une action comme la vôtre, en fait. Ça s'associe à la transparence, tu l'as bien dit. Gabriel, Jean, vous en pensez quoi de cet aspect-là de transparence, de réinvestissement systématique dans les projets ? Mais je pense que c'est indispensable pour créer une vraie dynamique auprès de la génération des jeunes et de l'ensemble des gens qui vont s'investir. Il faut vraiment créer un climat de confiance et je crois que le fait que ce soit effectivement non lucratif y contribue fortement. Bien sûr, il y a d'autres garde-fous dans l'organisation elle-même et je pense qu'il faut inviter tous les gens qui vont s'investir à prendre le temps de regarder l'organisation, mais je crois que le bénévolat, la non-lucrativité de l'ensemble est vraiment, je pense nécessaire si on veut vraiment faire adhérer un grand nombre de personnes à une aventure. Une véritable aventure qui va nous emmener, je l'espère, vers nous mettre sur des bonnes trajectoires, ou tout au moins y contribuer. C'est clair. Ouais, moi j'insisterai beaucoup sur la transparence des flux, en fait. Il va y avoir plein de flux, flux financiers, flux de richesses. Des bénévoles qui apportent quelque chose, c'est des richesses qui ne sont pas forcément financières. Donc avoir une transparence sur ces flux. Il va y avoir une certaine lucrativité. Il faut espérer que les innovations trouvent des marchés, gagnent de l'argent et réinvestissent cet argent-là pour avoir une traction, un développement et conquérir des marchés. Donc, il ne faut pas viser la non-lucrativité de toutes les innovations qui vont arriver parce qu'il faut qu'elles trouvent un marché. Mais par contre, une transparence des flux, un réinvestissement des gains dans d'autres entreprises ou pour renforcer les entreprises déjà en place et rendre visible comment les gens s'impliquent et les différentes formes de richesse que le dispositif va générer, créer et mettre en œuvre. Je crois que c'est surtout ça, en complément, qui va être intéressant à montrer à tout le monde, en fait. Pour compléter, peut-être que je peux préciser effectivement sur la non-lucrativité pour que les gens comprennent bien. Time for the Planet, l'objet de Time for the Planet est une société à mission à but non lucratif. En revanche, ces filiales, les entreprises qu'on va créer, elles ont un but lucratif. D'abord, elles doivent être rentables, elles doivent gagner de l'argent, elles doivent grossir, elles doivent se financer, elles doivent être compétitives, elles doivent avoir des clients, des marchés, puisque d'abord, c'est vraiment le but. Sinon, une entreprise, elle ne vit pas. Et la deuxième chose, c'est qu'elles doivent donner envie d'être copiées. Puisqu'on veut qu'elle soit déployée au niveau mondial, il faut qu'elle soit rentable. Donc c'est deux choses très séparées. Par contre, la société Time for the Planet, elle est à but non lucratif. Et comment on a fait ça? Puisque c'est quand même une entreprise, donc une société en commandite par action. On l'a fait de deux manières. D'une part, parce qu'on a inscrit dans les statuts qu'on ne distribuerait pas de dividendes, à moins de revenir à plus 0 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc Jean, vous me direz à quel horizon vous voyez ça. Et a priori, on en a pour un petit moment. Donc ça devrait nous sécuriser là-dessus. Donc pas de dividendes seront versés aux actionnaires, à tous les associés. Et puis la deuxième chose, c'est que vous ne pourrez pas faire de plus-value. Une plus-value, c'est quand on revend plus cher que ce qu'on a acheté. Et donc, nous, on émettra toujours des actions à 1 euro. Donc, si vous voulez revendre les vôtres à 50 euros, personne ne vous les achètera. Donc, personne ne peut s'enrichir. Aucun des associés, des 6000 associés, aucun des cofondateurs, puisque nous avons les mêmes actions que tous les autres associés. Donc, il n'y a pas de création de patrimoine. Le seul bénéficiaire ou la seule bénéficiaire, finalement, c'est la planète qui va pouvoir bénéficier de ces innovations. Et tout l'argent généré par les entreprises rentables, effectivement, est réinvesti derrière pour financer les innovations. Donc tous les succès sont des succès pour Time for the Planet qui va permettre de financer les succès suivants. Je pense qu'on a fait un bon tour du coup là de l'ensemble des ingrédients nécessaires pour qu'on réalise cette mission ensemble, de participer à la lutte contre le réchauffement climatique à grande échelle. Ça marque la fin de cette première partie. Je vous remercie sincèrement, Gabriel, Jean, Rodolphe et Colline. On va laisser la place à de nouveaux invités pour la deuxième partie. Et en attendant, on partage une petite page de publicité. Allô, le responsable des activités humaines? Ah, tu tombes bien, j'appelle la Terre. L'homme a encore salopé toute la planète. 5 degrés en 100 ans. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Time for the Planet, un cadeau de Noël, garanti sans emballage, sans intermédiaire, et utile pour vous, votre belle-mère, vos enfants, Maurice, Frédéric, les Poissons Rouges, Jean Patou, Julia, Patricia, Igor, Greshka. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, l'humain.
are sweet as roses in the morning. You to me are soft as summer rain at dawn. In love we share. Et alors, le réchauffement climatique, il s'est arrêté tout seul. Mais bien sûr. It's time for the planet. Papa, c'est quoi Time for the Planet? Papa, c'est quoi? Papa, pourquoi vous n'avez rien fait? Eh bien, c'est tout nouveau. C'est un fonds d'investissement citoyen pour le climat. Il déploie des innovations partout dans le monde et en plus, en open source. L'essentiel est de participer. Voilà, nous voilà de retour tous ensemble pour cette deuxième partie de l'émission Time for the Planet. M'ont rejoint sur le plateau Johanna Michelin, directrice du CNRS Innovation. Bonjour. Bonjour. Mehdi Colli et Nicolas Sabatier, deux des cofondateurs également de Time for the Planet. Salut Denis. Bienvenue. Bonjour. Et Dominique Carla, présidente d'honneur de l'Association des conseillers en innovation, l'ACI. Merci Bonjour, d'être avec nous. Parfait. Pour cette deuxième partie, on l'a dit, on va s'intéresser à la détection et à la sélection des innovations. Pour commencer, Mehdi, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on cherche comme type d'innovation tout simplement? Oui. Alors, déjà, quand on dit innovation, on a parfois tendance trop à penser à techno ou très grande techno, high-tech, etc. Bon, ça peut être effectivement des techs qui nécessitent des années de recherche, mais ça peut être aussi des innovations de simples business model, c'est-à-dire j'ai trouvé par exemple une façon de faire en sorte que la rénovation thermique des bâtiments ne coûte rien aux propriétaires. Bon, bah, ça, on sait que ça nous permettra de faire tellement de rénovation thermique que cette innovation rentre dans le cadre de Time for the Planet. Donc, les innovations en fait, qu'on va rechercher, on va pas en fait les sélectionner pour le niveau de R&D qu'elles ont nécessité, mais on va juste regarder l'efficacité que ça représente en termes de CO2 qu'on va pouvoir économiser. Et du coup, on s'intéresse à tout un panel, c'est large en fait, les sujets sur lesquels il faut intervenir. Comment on cadre un petit peu et on sait si finalement l'innovation rentre dans le scope de Time for the Planet ou pas? Alors en fait, on a sélectionné 5 grands verticaux. Donc on a l'énergie, l'industrie, le transport, l'agriculture et les bâtiments. Et puis pour chacun de ces grands verticaux, on va s'intéresser aux 4 façons d'aller réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, les 4 façons, il y a une qui semble toute évidente, c'est la sobriété, c'est-à-dire comment on fait pour avoir moins de demandes. Donc par exemple, si je prends le vertical bâtiment avec, avec la question de la sobriété, bah, si je trouve une façon de faire en sorte que mes bâtiments deviennent parfaitement isolés, je suis à l'intersection de ces deux éléments-là. Après, on a la captation. Bah oui, parce que malheureusement, du CO2, il y en a qui sort en permanence, des cheminées des usines, de nos véhicules, etc. Il faut le capter, parce que ce n'est pas demain matin qu'on va arrêter d'émettre du CO2. Et donc la captation fait partie de notre scope. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui concerne le zéro émission. Zéro émission, ça veut dire comment on fait pour faire en sorte que quelque chose qui émet du CO2 arrête d'en émettre. Donc là, par exemple, vous avez la question du stockage des données. C'est un exemple très high-tech pour le coup. C'est qu'on sait qu'on stocke les données dans des data centers qu'il faut refroidir. Eh bien, figurez-vous que si on stockait ces données dans de l'ADN de synthèse, bien sûr, il ne s'agit pas de prendre votre ADN, vous inquiétez pas, on pourrait théoriquement stocker toutes les données du monde dans l'espace de ce plateau, en fait. Alors évidemment, c'est high-tech, mais si on pousse ça, on arrive effectivement à un résultat qui fait qu'on est quasiment à zéro émission. Et puis le dernier levier, c'est la question de l'efficacité énergétique. Donc comment on fait pour continuer à produire de l'énergie mais beaucoup plus efficacement? Donc là, peut-être encore un tout petit exemple. Si vous allez dans n'importe quelle usine, industrie, vous savez qu'il y a de la chaleur qui est produite et en fait, en général, cette chaleur n'est pas valorisée. C'est-à-dire qu'en fait, elle part en fait dans l'atmosphère. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de trouver des dispositifs qui permettent de valoriser cette chaleur et de la transformer en électricité. Il faut savoir qu'un quart de l'électricité française pourrait être produite juste en récupérant la chaleur perdue. Donc du coup, le scope est clair. Concrètement, qui peut proposer une innovation aujourd'hui? Et comment on fait? Tout le monde. Nous, on pense que anyone peut proposer quelque chose. Alors pourquoi je dis anyone? Parce que il y a une différence entre everyone et anyone. Everyone, ça voudrait dire que tous ici, n'importe quelle personne, prenez quelqu'un au hasard, il peut sortir l'innovation du siècle. Ça, non, on est d'accord que c'est pas possible. Par contre, ça peut venir de n'importe où. C'est-à-dire que ça peut venir d'un laboratoire de recherche extrêmement structuré. Et puis parfois, ça peut venir de quelqu'un complètement isolé. Alors c'est pas tous les jours, il faut faire aussi attention au côté Géo trouve tout, voilà, j'ai trouvé quelque chose mais ça respecte pas les lois de la thermodynamique, mais ça c'est notre taf de faire les différences. Mais ça peut vraiment venir de n'importe où et de n'importe qui. Donc
Si vous pensez que vous avez quelque chose qui rentre dans ces critères-là, s'il vous plaît, envoyez-nous l'innovation. On est prêt à investir à la fois humainement et financièrement. Techniquement, ça se fait directement sur le site internet, quelques secondes, c'est ça? Exactement. Vraiment, en l'espace de 3 minutes, vous avez pu faire la soumission. Alors après, il faut quand même que vous ayez quelques éléments à nous apporter, mais ça va très vite. Ça a été fait par quelqu'un présent sur le plateau qui a été extrêmement brillant dans la façon dont il a conçu ce système. Merci Mehdi. Du coup, tu parles de profils, de chercheurs notamment. Je me tourne vers toi, Johanna. Le fait de faire émerger des innovations technologiques du monde de la recherche, c'est clairement le quotidien du CNRS Innovation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la réalité finalement de cette structure et de ton quotidien? Oui, alors CNRS Innovation, c'est l'office de transfert de technologie du CNRS. Alors on se base sur les 1000 laboratoires de recherche du CNRS qui mènent des recherches fondamentales dans tous les domaines de la science. Et ces recherches fondamentales, elles produisent souvent, très souvent, de très belles innovations. Alors, c'est possible de par la qualité de la recherche qui est menée au sein de nos laboratoires. C'est aussi possible parce que nous avons 1000 laboratoires, des chercheurs dans tous les domaines de la science et donc une vraie capacité à faire de la pluridisciplinarité. Et on constate qu'aujourd'hui, face à des enjeux tels que le réchauffement climatique, la nécessité de la transition énergétique, la pluridisciplinarité permet d'apporter des solutions véritablement originales et innovantes. Le CNRS a ainsi identifié 6 grands défis sociétaux sur lesquels il veut consacrer des moyens conséquents pour apporter des réponses originales et faire avancer la connaissance pour ces grands défis-là. Et parmi ces 6 grands défis, on retrouve le changement climatique et la transition énergétique. Donc ça veut dire que le CNRS va consacrer des moyens conséquents dans les prochaines années pour faire émerger des innovations de rupture qui viendront répondre à ces problématiques-là. Donc on est clairement en phase du coup sur les objectifs, sur la mission. De façon concrète, comment une structure comme le CNRS Innovation peut aider Time for the Planet dans sa détection et sélection des innovations? Alors, la mission de CNRS Innovation, c'est de détecter les innovations à fort potentiel, c'est de les faire grandir, mûrir technologiquement, parce que lorsque on détecte, nous, une innovation dans un laboratoire de recherche, c'est un premier résultat scientifique, ça n'est pas encore un prototype, ça n'est pas encore moins un démonstrateur. Et donc, le CNRS finance ces développements technologiques pour apporter la preuve que ça fonctionne. Voilà. Et derrière, on va s'adresser à des financeurs externes au CNRS parce qu'on va créer des entreprises sur la base de ces technologies-là, des start-up. On en crée une centaine par an et environ une vingtaine qui vont adresser les problématiques de transition énergétique, par exemple. Ces start-up-là, elles ont besoin de financement. Elles ont besoin de financement conséquent. Elles ont besoin d'aller vite par rapport à la problématique urgente qu'elles adressent et par rapport à la compétition aussi mondiale sur ces sujets-là. Et donc, le CNRS Innovation aide ces startups-là à se mettre en relation avec les bons financeurs qui vont savoir les accompagner à leur tour dans le développement de ce genre de projet. Ok. Et du coup, Time for the Planet peut avoir ce rôle-là. Il y a une particularité, on l'a évoqué dans la première partie, c'est notamment l'open source. Ce n'est pas un modèle commun sur tous les secteurs en tout cas, peut-être plus dans le numérique. Comment tu perçois, toi, cette particularité de l'open source ? Moi, je le perçois comme effectivement une nouveauté dans les pratiques de nos métiers. Alors, je ne parle pas effectivement du numérique sur lequel on a l'habitude de manipuler l'open source. C'est moins vrai sur des sujets très deep tech et à besoin d'industrialisation, on va dire. Mais on est prêt effectivement à tester ce modèle-là parce que aujourd'hui, les startups qui sont issues du CNRS et qui adressent ces problématiques-là, ce sont des startups qui ont de forts besoins de financement, qui ont des besoins de développement très ambitieux, et nous avons besoin de financeurs qui sont en mesure de prendre des risques. Et je pense que l'initiative Time for the Planet peut répondre à ce besoin-là. Parfait. On voit donc du coup qu'on a un sourcing potentiel d'innovation deep tech, d'innovation high tech. Mehdi l'a dit, on s'intéresse aussi à d'autres types d'innovations, notamment la low-tech. On est en contact avec le Low-Tech Lab, qui n'a pas pu être présent ce soir, mais qui nous a fait un petit témoignage vidéo. Et je vous propose tout de suite d'écouter Solène, représentante du coup du Low-Tech Lab. Bonjour à tous. On est désolé de ne pas être sur le plateau. On voulait néanmoins soutenir l'initiative de Time for the Planet.
que l'on va accompagner en aidant à sourcer des innovations. Parce que depuis 2013, on scanne la planète à la recherche des innovations low-tech, qui sont des technologies simples, accessibles et durables, et qui permettent à chacun de répondre à ses besoins de base. Par le biais d'exploration, d'expérimentation et d'enquête, on documente ces solutions et on les partage via une plateforme collaborative open source que vous pouvez retrouver sur lowtechlab.org. On développe en parallèle un programme de communauté locale pour aider l'implantation sur chaque territoire de moyens de diffusion de la low-tech. Et on s'intéresse aussi au modèle de diffusion de la low-tech et on part donc à la rencontre d'organisations, entreprises, associations, collectivités qui ont déjà un impact autour d'elles. On va donc partager avec Time for the Planet tous les projets dans le domaine de la low-tech que l'on va repérer. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, on le voit qu'en s'appuyant sur les acteurs actuels et existants, ça nous permet d'aller plus vite, notamment sur la détection des innovations à fort potentiel. Du coup, on va faire un peu la même chose pour la partie finalement entreprise, c'est-à-dire passer de l'idée à une entreprise réellement. Et pour cette partie, je me tourne vers toi. Dominique, tu es présidente d'honneur de l'association des conseils en innovation. Comment on peut s'appuyer sur cet écosystème de l'innovation et qu'est-ce que cet écosystème finalement ? Alors, l'écosystème de l'innovation, entendu par Association des conseils en innovation, consiste à résoudre cette terrible équation qu'il y a entre l'idée géniale sur le papier ou sur la paillasse, et puis la réalité entrepreneuriale derrière. Donc c'est vraiment cette transformation, résoudre l'équation entre l'idée et la transformation entrepreneuriale. Alors pour cela, l'ACI, c'est une association professionnelle qui s'est créée il y a une douzaine d'années. En réalité, ça faisait déjà depuis 35 ans que les conseils en innovation privée s'étaient réunis pour pouvoir accompagner la transformation finalement de notre société. Et aujourd'hui, ça représente 5000 consultants spécialisés, privés, en innovation. Ça représente à peu près toute la cartographie française, et ça, il y en a partout, en gros. On s'est transformé aussi, on a maintenant une association européenne des consultants en innovation. Et ce faisant, tout ce petit monde des consultants privés en innovation a 4 vocations. D'abord, la première, c'est de détecter les innovations. C'est-à-dire que finalement, on se rend compte que cette profession, elle naît dans les années 80. Elle a accompagné les transformations de notre pays, les transformations de notre continent, en détectant, en sourçant les technologies intéressantes qui pouvaient avoir un impact économique, social, sociétal. Donc ça, c'est le premier step. La deuxième chose, c'est organiser. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas parce que tu as une innovation merveilleuse, si tu ne la mets pas dans un processus de transformation, un processus d'innovation lui-même, ça va rester une innovation géniale, qui a du potentiel, mais qui ne va pas transformer, avoir un effet d'entraînement. La troisième chose que les conseils en innovation vont faire, que l'écosystème des conseils en innovation va en faire, je reprends les termes de Johanna, c'est d'accompagner le financement. Bien évidemment, on a validé que l'innovation n'était pas juste une idée en l'air, qu'elle avait du potentiel. On a mis en place un processus. Maintenant, il faut quand même du carburant. Et ce carburant, qu'il soit vert ou pas vert, en tout état de cause, il y a besoin de financement. Puis la dernière étape, c'est le petit bouton reset, c'est-à-dire se dire évaluons. Évaluons les politiques d'accompagnement et voyons le petit fine-tuning qu'on doit faire sur les politiques d'innovation, d'accompagnement et faisons notre introspection pour savoir si réellement les politiques d'innovation sont efficientes. Donc tout ça, finalement, cet écosystème privé de l'innovation, c'est à la fois challengeant, c'est-à-dire qu'on ne prend pas pour argent comptant la première idée aussi séduisante soit-elle, on la challenge, et puis une fois qu'on l'a challengée, on fait vraiment cette notion de sélection de ce qui nous semble avoir le plus d'effet levier sur la finalité qui, en l'occurrence, est une finalité environnementale. Du coup, de ce que tu me décris, l'ACI représente un potentiel de sourcing, peut-être de start-up innovante plutôt, puissant pour Time for the Planet. Oui, pour deux raisons. C'est que, les consultants en innovation travaillent sur tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur qui nous échappe. C'est-à-dire qu'on va travailler par filière. On va travailler dans le secteur de la santé, de l'environnement, de l'agroalimentaire, du numérique. Tous les secteurs sont embrassés par les consultants. Or, c'est ce qu'on disait tout à l'heure,
dans le domaine environnemental, on a de la fertilisation croisée. C'est-à-dire ce que l'on va apprendre, par exemple, du monde du bâtiment, on va pouvoir le fertiliser dans le monde de l'industrie agroalimentaire. Ce que l'on va apprendre des process pharmaceutiques, on va pouvoir le fertiliser dans le domaine de l'agroalimentaire, etc., etc. Donc, les deux raisons pour lesquelles les consultants en innovation peuvent être à la source, justement, à la détection de ces projets, c'est qu'un, ils travaillent sur tous les secteurs, et deux, ce sont des la pollinisation des abeilles. Okay. Voilà. Ce sont des pollinisateurs, c'est-à-dire qu'ils emmènent les idées et ils font de la fertilisation croisée. Voilà, donc. C'est une belle image. Et dans cet écosystème de l'innovation et autour de tous ces consultants, comment Time for the Planet peut concrètement finalement se positionner ? Alors, ce qu'il faut observer, moi ça fait 30 ans que je suis consultante en innovation, donc j'ai vu les différentes vagues de projets, de secteurs, de technologies qui étaient à la mode ou qui étaient des vraies ruptures. Ce qu'on observe tous dans la profession aujourd'hui, c'est que tous les projets à caractère environnemental sont vraiment en très forte expansion. C'est-à-dire que nous avons de plus en plus de missions sur des questions environnementales. Donc on peut du coup sourcer davantage parce qu'on a dans la bande passante, on en a beaucoup plus. On n'est pas obligé de screener et de gratter pour trouver, on en a énormément plus. Okay. Mais surtout, il y a une chose qui est extrêmement importante, ça c'est, je dirais, la bande passante externe, mais à l'intérieur de nos entreprises, nos consultants ont une sensibilité bien supérieure à celle de nos générations de créateurs et fondateurs d'entreprises de conseil il y a 10, il y a 15, il y a 20 ou il y a 30 ans. Moi, quand j'ai créé mon entreprise il y a 30 ans, les thématiques, les préoccupations de nos consultants n'étaient pas celles de la planète ou de l'environnement. C'était l'informatique, c'était le numérique et se passer du conventionnel au numérique. Aujourd'hui, je pense qu'on va booster la machine, non seulement en regardant ce qui se passe, pour trouver et détecter l'innovation, mais tout simplement par la responsabilité et la préoccupation qu'ont nos consultants, nos équipes, nos salariés sur ces sujets-là. Ce qui fait on est doublement détecteurs, parce qu'on a cette sensibilité qui n'est pas idéologique, qui est vraiment sur quelle planète veut-on vivre. Il y a à nouveau ce côté sur quelle planète et comment on choisit de vivre. Et du coup, nos consultants sont des détecteurs en soi. C'est pas juste l'entreprise. Tout le monde est acteur aujourd'hui. Est-ce que vous savez si les consultants, intimement, je parle, c'est pas facile de intimement, savoir, exemple, mais est-ce que parmi eux, il y en a qui se disent de toute façon c'est cuit, on peut faire toutes les innovations qu'on veut, on n'y arrivera pas parce que c'est déjà trop tard. Mais bon, ils y vont quand même. Ou est-ce que globalement, ils ont plein d'espoir et ils pensent qu'on peut s'en sortir, quoi. Malheureusement, c'est plutôt la première réponse pour beaucoup d'entre eux. C'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de fatalisme en disant, c'est comme les grandes peurs millénaristes, au moment de l'an 1000, on croyait que la Terre allait s'arrêter de tourner et que la vie allait s'arrêter et qu'il y aurait la mort et les arbres n'auraient plus de feuilles, quoi. On est exactement dans cette grande peur du lendemain. Et donc, il y a une certaine forme de fatalisme. Pour autant, comment on rattrape le coup ? On rattrape le coup par l'engagement, par cet engagement responsable en disant ok, tu n'y crois plus, mais finalement, toi, dans notre communauté de travail, si je te donne un peu de temps ou un peu d'argent sur une cause qui t'est chère, est-ce que je peux te rebrancher finalement à l'espoir ? Et là, ça marche beaucoup plus. Nous, c'est ce qu'on a fait dans notre entreprise. On a fait une démarche RSE hyper intensive depuis 6-7 ans, en raccrochant les wagons sur des projets engagés, responsables, et du coup, on voit que les consultants ont plus d'espoir. Mais il y a quand même une chose à signaler, c'est qu'il y en a quand même une petite frange qui quitte le métier tout en restant dans l'écosystème de l'innovation, en allant sur plutôt des fondations, sur des ONG. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, ceux qui font l'opinion, et ceux qui sont des drivers et des lanceurs d'alerte, ce sont toutes les organisations non gouvernementales, les ONG, les associations, et qui attirent beaucoup les talents. Donc je pense que dans notre démarche Time for the Planet, il faudra nécessairement, dans une démarche RSE élargie de l'écosystème de l'innovation, associer d'autres parties prenantes qui font l'opinion publique, qui attirent les jeunes générations, que sont notamment toutes les ONG. Ça me semble indispensable.
Tu as raison. Et on le retrouve d'ailleurs déjà un petit peu dans nos associés. Finalement, on a déjà des associations, on a déjà des organisations qui rejoignent le mouvement et donc qui sont sensibilisées. Et on va pouvoir continuer à creuser ce sujet-là. On vient de voir du coup qu'on a tout type d'innovation. On peut les détecter, des high-tech, des low-tech, directement dans les startups. On a tout un écosystème sur lequel on peut s'appuyer. Maintenant, encore comment on fait pour sélectionner les innovations qui vont avoir le plus fort potentiel ? On ne va pas être capable de savoir exactement laquelle va marcher, mais en tout cas, on va mettre en place une méthode pour sélectionner ces innovations. Je me tourne vers toi, Nicolas. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment Time for the Planet prévoit de sélectionner ces innovations ? Ouais. La première méthode sur laquelle on travaille, c'est déjà partir du principe que c'est pas parce qu'on est 6 et qu'on fonde une entreprise qu'on sait tout faire. Donc la première des clés, c'est de s'entourer d'une très grande communauté, de s'entourer d'organismes ou de professionnels qui savent faire, etc. Et donc d'agréger et de fédérer. Ça, c'est la base de la base. Une fois qu'on a cet écosystème qui est créé, on se concentre sur 4 étapes. La première, c'est de vérifier le potentiel, vérifier que ça rentre bien dans le scope de ce que montrait Mehdi, qu'on est bien dans nos problématiques, de regarder donc le potentiel d'une innovation, de regarder des effets de bord également, il faut qu'on y soit attentif. Et pour ça, donc, on va avoir toute une communauté qui va s'organiser, qui est formée. On a près de 250 personnes, là je crois, en 1 mois et demi qui ont été formées à ça, et on espère dans quelques années des dizaines de milliers partout dans le monde. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est le comité scientifique qu'on va présenter aujourd'hui, parce que eux, c'est vraiment les sachants. Soit ils savent eux directement, parce que c'est leur domaine d'activité, c'est leur domaine de compétences scientifiques, ou alors ils savent vers qui se tourner au moment où on aura besoin. Et eux, une fois que les innovations ont passé le premier filtre, il y en aura beaucoup moins forcément, ils vont être capables de donner un regard plus précis, plus poussé. Ça, c'est le deuxième élément, donc le test scientifique. La troisième étape, c'est de tester le marché. On va utiliser des méthodes de gros hacking. Je crois que Mehdi t'en parlera tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va aller vérifier s'il y a une appétence, si on va pouvoir développer ça économiquement aussi, parce que s'il n'y a pas de modèle économique, malheureusement, on ne pourra jamais développer quelque chose. C'est la troisième étape. La quatrième étape, comme on l'a dit aussi au début, on va associer une équipe d'ingénieurs et une équipe de créateurs d'entreprises. On va regrouper leurs compétences, mais dans l'humain, il faut quand même vérifier que ça marche. Donc il y aura également des tests sur du court terme, quelques semaines, quelques mois, qu'on va financer, accompagner, pour voir si tout le monde est OK pour travailler ensemble, parce que c'est une des grosses parts d'échec de la création d'une entreprise. Voilà, donc ça c'est les 4 étapes clés. Et ensuite, on va valider ça en interne à Time for the Planet avec un dossier qu'on va apporter au conseil de surveillance qui représente les associés Time for the Planet, qui va vérifier que tout ce processus s'est fait dans les règles de l'art, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, que tout est éthique. Et enfin, une fois qu'ils donnent leur feu vert, on soumet ça en assemblée générale et on vote collectivement la décision d'investir et de créer une filiale pour redonner du sens aussi à l'aspect mouvement citoyen. Du coup, on a cette méthode en 4 étapes. Concrètement, on va devoir évaluer des innovations qui seront avec des niveaux de maturité différents, un scope très large. Comment on fait pour comparer ces types d'innovations ? Pour comparer ces types d'innovations, l'idée c'est que... Quels sont les critères finalement qui vont permettre de définir et de choisir les différentes innovations ? Ok. Sur une première étape, elles vont être notées par la communauté, donc sur 6 points exactement. Tout à chacun peut devenir évaluateur. Comme je disais tout à l'heure, il y a une formation assez courte, assez simple. Et c'est sur la loi des grands nombres, en fait, que vont ressortir du panier certaines innovations. Donc elles vont être toutes notées. Et on pourra choisir comme ça. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, ça marche. Peut-être que ce qu'on peut préciser, c'est que ce qu'on recherche, c'est des innovations qui peuvent avoir un impact à l'échelle mondiale. Donc ça ne veut pas dire qu'on pense que les innovations qui sont applicables qu'à l'échelle locale ne doivent pas être faites. C'est simplement que ce n'est pas notre prisme. Il y a énormément de choses qui sont faites d'ailleurs pour le local. Mais nous, on a vraiment un prisme en disant si cette innovation prenait 100% de son marché, grâce au fait qu'il y a l'open source et que du coup n'importe qui peut créer sa boîte, etc. On prend cette on va dire, façon de penser, c'est une sorte de truc qu'il faut avoir dans sa tête quand on imagine la tech prendre toute sa place. On se dit, on pourrait mesurer une baisse des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. C'est ça qu'il faut vraiment avoir dans la tête. Donc il faut que ça soit quelque chose de répétable, de copiable, de scalable, et donc pas quelque chose de trop local et de trop régional. C'est vrai que j'ai oublié ce critère. Il y est quand même, réplicabilité. Voilà. Très bien. Tu l'as dit, il y a un élément important dans la méthode, c'est le comité scientifique.
Jusqu'à présent, on nous demande souvent qui est dans ce comité scientifique. On a dévoilé 2, 3 noms, mais on a gardé le suspense jusqu'à ce soir. On va vous présenter du coup une petite vidéo. Vous allez découvrir 14 membres, 14 expertises complémentaires. On vous a fait un petit montage vidéo pour vous les présenter. C'est maintenant.
Voilà, vous venez de découvrir la constitution de notre comité scientifique en exclusivité. Johanna, Dominique, du coup, vous venez aussi de découvrir ce comité. Quel est votre ressenti, vos impressions ? Moi, je trouve que c'est formidable de complémentarité. Vous avez réussi à réunir des chercheurs, des industriels, des évaluateurs, des conducteurs de politique publique. Et je pense que vont ressortir de ces échanges entre l'ensemble de ces personnes des choses très intéressantes. Je pense que c'est probablement une très grande chance pour les futurs porteurs de projets qui pourront recevoir les avis combinés de ces personnes-là et qui pourront du coup orienter leur projet, à mon avis, dans les meilleures conditions. Dominique, un avis ? Oui, un avis. Alors, je suis tout à fait d'accord avec la complémentarité des expertises. Bon, évidemment, je suis allé chercher la petite bête parce que j'ai regardé attentivement la Constitution. Donc, 9 hommes, 5 femmes, moi, ça me heurte toujours en 2020 qu'on ne soit pas à parité. Voilà, donc je pense que vous auriez pu rééquilibrer et mettre 7 femmes et 7 hommes et n'allez pas me dire qu'on ne les trouve pas, parce que je pense que sur la planète, on la trouve. Mais voilà, c'est quand même pas mal parce que mine de rien, il y en a quand même 5, on doit être un 2 tiers, un tiers. Et puis l'autre chose, je suis d'accord sur le fait qu'il y ait des évaluateurs et des accompagnateurs de politique publique, donc ça va aider les porteurs. Je pense que pour les investisseurs, sur des sujets comme ça gagnerait à avoir davantage de sciences sociales, parce qu'on va se rendre compte que l'acceptabilité des solutions que vous allez promouvoir va venir de la sociologie, la psychologie, la philosophie. Et moi, je vois de plus en plus l'acceptabilité passe par des spécialistes de sciences sociales, mais au sens vraiment des vrais scientifiques, et pas que de l'histoire, vraiment des psychologues, des sociologues et des philosophes. Je pense que vous pourriez enrichir et du coup monter à quelques unités féminines votre conseil scientifique, votre comité scientifique. Je ne sais pas si tu l'as vu, il y a Christophe Goupil qui sera sur la partie sciences humaines. Oui, bien sûr. Après, c'est un moment donné, avec les réseaux. L'investisseur, lui, ce qu'il va voir, c'est que ça marche quand même. C'est que ça déploie et que les consommateurs et les consommateurs, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, soient dans ces solutions et prennent en compte ces solutions. Et pour cela, je pense que comprendre ce qui se passe dans les générations, les populations, et sur toutes les démographies autour de la planète, je pense que ce côté compréhension de ce qui se passe dans la tête, individuellement, psychologiquement et socialement dans la communauté est importante. Je pense que ce point est très intéressant dans le sens où c'est effectivement quelque chose qu'on n'avait pas forcément mis en priorité. Je pense même, je parle même pas par rapport au comité scientifique, mais dans la constitution de Time for the Planet lui-même, c'est que on est parti sur l'idée que on n'allait pas pouvoir convaincre 7 milliards d'êtres humains de changer leur mode de vie. Donc ça ne veut pas dire qu'on pense que c'est pas possible, mais on pense juste que là, avec juste les moyens dont on dispose, on ne pourra pas le faire. Et donc on est focalisé avec l'open source, etc., sur des mécanismes par lesquels on arrive à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre sans avoir besoin de s'appuyer sur le fait que les gens deviennent vertueux volontairement en faisant des efforts. Et là encore, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils le fassent, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Disons que quand, par exemple, on permet l'open source, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on dit, bah voilà, nous, on a fait un effort collectif dans lequel on l'a joué justement complètement pour les autres. On est désintéressés tous ici, financièrement. Par contre, on a mis à des dispositions du monde entier une opportunité économique. Et donc, si quelqu'un utilise nos licences open source à l'autre bout du monde, il n'a pas besoin d'avoir compris pourquoi on a monté Time for the Planet pour le faire. Il va le faire pour une raison simple, c'est qu'il y a une opportunité économique qui lui est offerte. Et le pari qu'on prend, et j'espère vraiment qu'on va y arriver, mais moi j'y crois profondément, c'est que c'est le fait qu'il n'y ait pas besoin de faire d'efforts qui va faire que ça va pouvoir grossir. Et ça, c'est hyper complémentaire de tout ce qui existe dans le monde de l'éducation, de la sensibilisation, le travail qui est fait pour que les gens aient envie de changer. Je pense que les deux doivent être faits en même temps. Nous, on est très focus sur le court terme, parce qu'en fait, les échéances qu'on nous a données, là, on est les soldats du GIEC. Le GIEC dit 2050, on est focus sur 2050. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'on gagnera à intégrer cette problématique-là parce qu'en fait, le fait d'embarquer avec nous des milliers de citoyens, ça c'est quelque chose qu'on a découvert en le faisant, le fait d'avoir 7000 actionnaires là maintenant, alors que ça fait même pas un an qu'on a lancé, hein, et il faut dire qu'il y a un an, on était 6 dans une pièce, quoi. Ça fait finalement porter sur nos épaules une sorte de responsabilité sociale, et on est en train de s'en emparer. Et effectivement, par le comité scientifique, ça doit être quelque chose qu'il va falloir qu'on ait en tête, je suis bien d'accord.
pour autant, je pense qu'il ne faut pas réduire l'intervention des sciences humaines et sociales à l'acceptabilité. Il y a des notions beaucoup plus profondes, effectivement, d'études des comportements. Et cette dimension-là, elle est souvent dans un projet de recherche intégré dès le départ. Ce sera peut-être moins vrai sur des technologies low-tech, par exemple. Et à ce moment-là, effectivement, au sein du conseil scientifique, c'est peut-être le moment d'embarquer ces dimensions-là quand le projet vous arrive à vous. Et ce serait une vraie plus-value, je pense, pour ce type de projet. Entièrement d'accord. Tu as fait raison. Et dans les échanges que j'ai eus, ça apparaît pas forcément, on a forcément des expertises phares, mais je sais que l'ensemble des membres sont aussi sensibles à ces choses-là. J'ai beaucoup échangé avec Virginie, qui est spécialiste sur la mobilité et transport, qui est très impliquée en Afrique notamment pour les changements de comportement. Et c'est des notions que tous les acteurs ont en tête, même s'ils n'ont pas l'étiquette d'experts en sciences sociales. Tu voulais ajouter un mot, Nicolas ? Bah oui, moi ce que je trouve beau vous me connaissez, mon dada, moi c'est les communautés, l'intelligence collective, et ce que tu décris en disant il y a pas assez ici, que ce soit de représentation en sciences sociales ou en termes de femmes, on te rejoint à fond. Et là encore, c'est ce qu'on arrive à faire sur une première version en étant encore que français et pas très connu. Mais on espère que les comités scientifiques qui vont changer année après année vont s'internationaliser, vont être de plus en plus mixtes. Oui. Et puis, ce que tu nous apportes là, c'est des choses que du coup on va intégrer et qu'on va améliorer. C'est ça, c'est notre démarche de toute façon. Et donc ça me plaît beaucoup ce genre de réaction. Très bien. On va conclure sur cette deuxième partie. Merci beaucoup, Johanna, Nicolas, Dominique, d'avoir participé à cette émission, à cette partie, à ce débat. Mehdi, je te garde avec nous pour la troisième partie. Et comme tout à l'heure, une petite page de pub entre les deux parties. Alors voilà, après un an de franc succès, tout change, tout évolue, sauf bien sûr notre volonté d'agir, pour qu'aujourd'hui comme hier, nos associés scandent. Agir de façon concrète. It's time for the planet. It is time. Autre chose, non lucratif en plus. Non lucratif. Agissons tous ensemble. It is time. Time for the planet, l'ennemi numéro 1 des gaz à effet de serre. T'es prête ? Je regarde. Quoi ? Je te disais, je regarde. Australie. Encore un nouvel associé là-bas ? Bah, ils viennent de partout. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais comment c'est possible ? Ils ont tous reçu des cartes cadeau time à Noël. À l'aide ! C'est relou. À l'aide ! À l'aide ! Oui, mais Mimi, il est 10h. Tu avais dit qu'on sauvera la planète. Time for the Planet a pour ambition de créer 100 entreprises pour lutter contre le dérèglement climatique. T'es rassuré, hein ? Nous voilà dans la troisième et dernière partie de cette émission. Nous allons du coup maintenant nous intéresser aux méthodes pour transformer les innovations en succès commercial, en succès entrepreneurial, pour réellement avoir de l'impact. M'ont rejoint du coup sur le plateau Louis Verret, cofondateur de UMI. Bienvenue Louis. Bonjour. Mehdi, qu'on connaît, il était là tout à l'heure. Ouais. Enrico Beneteau, responsable directeur de recherche au LIST. Bonjour à tous, merci. Et Séverine Erlin, fondatrice et cofondatrice de Vianeo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Je vais commencer avec toi, Enrico. On l'a vu d'ailleurs dans le comité scientifique, on a un membre du LIST, Thomas Guibon. Est-ce que tu peux du coup nous dire deux mots pour présenter cet institut ? Oui, alors le LIST, c'est le Luxembourg Institute of Science and Technology. C'est une institution de recherche luxembourgeoise qui travaille dans différents domaines, et notamment dans le domaine environnemental, dans la quantification des impacts environnementaux des produits et des technologies. On parle souvent d'analyse de cycle de vie, c'est un peu la spécialité, si j'ose dire. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu et en quoi c'est important et vital dans la sélection d'une innovation de s'intéresser à l'ensemble du cycle ? Oui, alors effectivement, c'est très important dans la sélection d'une innovation de s'intéresser à l'ensemble du cycle pour éviter ce qu'on appelle un déplacement de pollution. Donc, ce n'est pas parce qu'une innovation ne génère pas une émission de CO2 ou un enjeu climatique, disons, pendant la phase d'utilisation, par exemple d'une technologie, notamment par exemple d'une voiture, qu'elle est forcément durable, qu'elle est forcément bonne. Donc, il faut s'assurer que cette émission-là n'est pas simplement déplacée, par exemple, à l'amont du cycle de vie. Donc, par exemple, lorsqu'on parle de véhicules électriques ou d'électrification de vecteurs énergétiques, il faut s'assurer que la production d'énergie électrique soit effectivement décarbonée. Ça ne suffit pas que les véhicules qui utilisent l'électricité pour le déplacement n'émettent pas de CO2.
Là, on parle beaucoup du CO2. Du coup, c'est un des critères qui symbolise l'impact en termes de gaz à effet de serre, forcément, ou équivalent CO2. Il y a aussi d'autres critères qui sont importants d'être pris en compte et l'analyse cycle de vie permet de prendre ces autres critères également. Tout à fait. C'est le deuxième aspect de la méthode, c'est l'aspect multicritère. Donc, évaluer différents types d'impacts environnementaux générés par la technologie. Donc, si on revient à l'exemple de la mobilité électrique, c'est bien connu que les véhicules électriques utilisent des batteries. Les batteries utilisent des matières premières, souvent critiques. Donc, il faut bien s'assurer que la consommation, l'utilisation de ces matières premières ne génère pas d'autres impacts donc dans la filière d'approvisionnement et aussi à la fin de vie, y compris des impacts sociétaux. C'est ce qu'on intègre, nous, dans le critère d'externalité dans notre évaluation de projet. Globalement, c'est une démarche très scientifique, c'est des études très détaillées avec une grande base de données et adaptées à un secteur. C'est des choses donc très précises qui prennent forcément du temps à réaliser. Dans le cas de Time for the Planet, on essaye d'aller très vite, on simplifie tout. Comment ces méthodes-là peuvent s'adapter à nos processus de sélection? Et je pense, en fait, c'est tout l'enjeu ici, donc justement de développer, de penser ensemble une méthode qui soit opérationnelle et qui ne soit pas trop lourde. Donc l'adaptation passe forcément d'un côté par une évaluation, on va dire, précise de l'impact en termes de décarbonisation, et de l'autre côté, l'identification des possibles enjeux donc, environnementaux ou sociétaux le long du cycle de vie, et donc la mise en évidence de ces enjeux, et donc notamment le conseil et l'aide aux innovateurs afin de résoudre ces enjeux et les aider à disons, améliorer leur innovation pour générer un impact de décarbonisation tout en évitant d'autres impacts. On a Thomas au sein de notre comité scientifique. L'idée, ça va être d'adapter une méthode multisectorielle, simplifiée du coup pour pouvoir l'intégrer. Donc on a cette méthode-là pour bien regarder l'ensemble du cycle. Il y a un aspect intéressant aussi, c'est sur tous les processus finalement globaux de genèse de l'innovation. Je me tourne vers toi du coup Séverine pour cette partie-là. C'est ce que vous faites chez Vianeo, vous accompagnez l'ensemble de ce processus de structuration de projet. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Vianeo, sur votre solution ? Alors, à l'heure où tu me poses cette question, je pense que dans le monde, il y a à peu près des millions de porteurs de projets, d'innovateurs, d'entrepreneurs qui ont des idées qui leur tiennent à cœur et qui ont même l'ambition de vouloir révolutionner le monde et changer le monde et transformer la planète. Mais je suis convaincue qu'ils ont aussi une question de fond qui est: est-ce que mon idée va devenir réalité ? Et ça, tout porteur de projet à un moment donné a cette question, et souvent elle le suit pendant un bon bout de chemin. En gros, il y a beaucoup de phases où on est dans le noir. Eh bien, Vianeo, c'est un peu comme une lampe de poche, la lampe de poche de ces porteurs de projets, qui va leur permettre de choisir le bon chemin, et puis au fur et à mesure, de faire attention à ce qui est sur leur chemin, les cailloux, les rochers, les rivières à traverser, j'en passe, il y en a beaucoup d'embûches. Et donc, on va les aider grâce à une méthodologie, un questionnement structuré, assez profond. Certains de nos utilisateurs parlent de business discernement, de vraiment aller au fond des choses pour savoir où est la valeur de leur projet. Si je reprends ton image, donc on y voit clair où poser les pieds, mais concrètement, comment on sait dans quelle direction il faut avancer ? Alors, tu as raison de parler de la direction. Je pense qu'il y a un cap à ne jamais perdre de vue, qui est le point de départ, qui est le problème à résoudre, qui est le besoin. Et cette question-là, en fait, elle se pose dès le démarrage de l'idée, même à des niveaux très amont. Je te donnerai un exemple. On est chaque année co-jury d'un appel à projet de prématuration. Donc, c'est des projets assez amont de l'université Paris-Saclay. Et dans ce cadre-là, on interroge une cinquantaine de porteurs de projets qui sont tous convaincus qu'ils vont transformer le monde, souvent avec une technologie absolument fabuleuse qu'on n'est pas capable évidemment de remettre en question. En revanche, on les challenge sur la question de mais pourquoi ? Quel est le problème au démarrage ? Et souvent, face à cette question, ces inventeurs et innovateurs en herbe nous répondent « mais ça, c'est pas mon sujet, c'est à d'autres ». Et nous, on les pousse vraiment dans leur retranchement en disant « non, c'est votre sujet dès le démarrage ». Parce que comme disait tout à l'heure Nicolas, il disait « sans business model, il n'y a pas de projet ». Donc à un moment donné, et sans problème à résoudre, il n'y a pas de projet. Donc l'identifier, si on arrive dès le démarrage à l'identifier, forcément, on va pouvoir mettre de l'énergie, du temps et du coup de l'argent pour accélérer ces projets et les aider vraiment à trouver leur marché. Ok, c'est très clair, c'est vrai pour toutes les innovations.
Nous, on s'intéresse à celle en impact en termes de gaz à effet de serre. Concrètement, comment Vianeo peut s'insérer un petit peu dans cette logique d'impact au sein de Time for the Planet? Alors, je t'avoue qu'on a vraiment sauté sur ce beau projet et cette belle occasion que d'insérer la notion d'impact dans notre méthodologie. Et donc, d'ores et déjà, on propose à l'ensemble de nos clients, qui sont le CEA, l'INRIA, l'INRAE, l'UTC Compiègne, etc., d'intégrer vraiment cette question de l'impact dès le démarrage de l'identification des projets. Et très concrètement, en fait, on va intégrer votre grille sur l'ODD, l'objectif de développement durable numéro 13. On va intégrer votre grille avec ces 20 questions dans nos plateformes pour que très vite on puisse trouver ces belles pépites et puis vous les orienter. C'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup. Du coup, Séverine, tu parles de l'importance de matcher avec un réel besoin. Louis, je me tourne vers toi. Tu as cofondé UMI et ça fait clairement partie de l'essence même de UMI de faire cet impact, ce lien en tout cas avec le besoin réel. Vous avez gagné d'ailleurs plusieurs prix nationaux récemment, je crois, sur ces sujets. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus la solution UMI? Oui, tout à fait. Avec plaisir. Donc UMI, en fait, on s'est attaqué à un problème qui est très important dans le domaine de l'innovation, c'est le taux de succès des projets qui est très mauvais puisqu'il n'y a que 20% des projets d'innovation en fait qui réussissent. Et sais-tu pourquoi en fait Je t'écoute, ce sera sûrement plus précis. En fait, c'est du peu d'interaction entre le porteur du projet d'innovation, le patron de la start-up et son marché, les futurs utilisateurs en fait de sa solution. C'est pas quelque chose, bien entendu, qui est voulu de sa part, c'est quelque chose qui est subi. Et en fait, tout simplement parce qu'une étude de marché, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est chronophage, qui coûte beaucoup d'argent. Et dès lors où il faut sortir des frontières françaises, ça devient très compliqué de mener une étude de marché. Voilà. Et donc chez UMI, on s'est attaqué à ce sujet et on a en grande partie digitalisé en fait ce processus de test marché. Alors il y a pas mal de technologies, mais il y a aussi beaucoup d'intelligence collective. Et on rend accessible en fait au plus grand nombre des professionnels dans le monde entier. On crée des interactions à la demande pour des porteurs d'innovation. Voilà. Et pour donner un exemple, très récemment, on était avec un jeune créateur qui avait une société dans le domaine du béton bas carbone et qui avait besoin en fait d'interagir très rapidement avec la filière de la construction. Et bien, en moins de 3 semaines, on a pu lui permettre d'interagir avec plus de 90 professionnels dans le monde entier et lui permettre ainsi de recueillir des données qui sont extrêmement précieuses pour lui, de manière à orienter son projet, à affiner ses fonctionnalités, à affiner sa proposition de valeur. Voilà. Et c'est quelque chose qui n'aurait jamais pu être fait manuellement. Et comment vous faites pour avoir ces réponses-là? Pourquoi les gens vous répondent finalement à ces innovations? C'est une très bonne question. On se l'est aussi posé quand on a lancé la solution. C'est tout simplement qu'on arrive à faire un parfait matching entre d'un côté les sujets d'innovation et de l'autre les professionnels qu'on va adresser. Et ça, c'est grâce à nos algorithmes. Et du coup, les professionnels qui reçoivent ce sujet d'innovation se rendent compte que cette innovation va peut-être changer leur manière de travailler, va peut-être résoudre une vraie problématique auquel ils sont confrontés. Donc c'est pour ça qu'ils ont envie d'engager la discussion avec le porteur d'innovation. Okay, donc finalement, on les implique dès le départ dans la réflexion. C'est combien de projets à peu près pour me rendre compte? C'est plus de 500 projets. Aujourd'hui opérés, on opère à peu près 20 sujets nouveaux par mois. Donc c'est des sujets qui viennent de groupes, c'est des sujets qui viennent de start-up, bientôt des sujets qui viendront de Time for the Planet. Et ce qui est assez remarquable en fait, c'est qu'il y a une communauté de professionnels qui se rassemblent autour de ces sujets. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui sont sollicités une première fois et qui nous disent « j'ai très envie de continuer à être sollicité, donner mon avis pour d'autres sujets ». Et donc on les a regroupés dans une communauté. Et cette communauté, c'est les passionnés d'innovation. Elle est complètement gratuite et elle est ouverte bien sûr à tous les membres de Time for the Planet. Ouais, elle est clairement complémentaire avec la communauté aujourd'hui des associés. On vient de le voir du coup, une méthode sur la partie, sur toute cette intelligence collective pour avoir un avis des acteurs, des professionnels. On a vu sur l'analyse du cycle de vie, sur la structuration de projet. Mehdi, je me tourne vers toi maintenant. Nous, on a aussi une méthode qu'on va appliquer pour la partie comment vérifier et valider une proposition de valeur, parce qu'on est dans des modèles open source, c'est un peu particulier. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette phase-là? Oui. Alors déjà, il y a une première chose qui n'est pas du tout liée à l'open source, qui est juste liée à l'entrepreneuriat.
si je prends mon expérience personnelle d'entrepreneur, la première fois que j'ai monté une boîte, j'étais dans la fin de mes études. J'ai monté une boîte de séjour pour enfants très innovante. Et en fait, je ne savais pas que j'étais entrepreneur. C'est-à-dire qu'il y a un consultant à coup qui est venu nous voir avec Nico quand on était encore en caleçon dans notre salon et qu'on faisait partir chaque été des centaines de gamins en colo. Et en fait, le mec, il est venu parce qu'il nous accompagnait, enfin, c'est la première fois qu'on se faisait accompagner, il nous a demandé le business plan. Mais nous, on l'a regardé avec des yeux ronds, on ne savait même pas ce que c'était qu'un business plan, quoi. Et on faisait 400 000 € de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. Et en fait, le truc, c'est que le business plan, pour moi, c'est ce que maintenant je répète tout le temps lorsque j'accompagne autour des entrepreneurs, c'est que pour moi, c'est l'ennemi absolu de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Le business plan, c'est juste tous les mensonges qu'on se fait à soi-même et qu'on étale dans un document. Donc, on met ça de côté. Moi, je ne pense pas qu'on pourra évaluer la capacité des boîtes que le comité scientifique va nous valider à trouver leur marché sur la base de business plan. On ne pourra pas. D'ailleurs, si vous regardez vous avez des exemples très connus de très grosses entreprises qui ont trouvé leur marché avant même d'avoir pu créer le produit. Par exemple, Dropbox, ils n'avaient pas les moyens de créer Dropbox, donc ils ont juste fait une vidéo en disant qui veut acheter ça. Et une fois qu'ils ont vu qu'il y a des 100 000 personnes qui voulaient acheter ça, ils ont dit ok, on va le faire du coup. Donc il faut se dire qu'il y a même, j'ai vu l'autre fois, il y a même une boîte qui a créé des camions à hydrogène, d'ailleurs qu'elle n'a pas créé, qu'elle a vendu avec des commandes. Alors je crois qu'ils n'ont toujours pas réussi à les faire par contre. Donc, faut faire, les Américains, vous savez, ils disent fake it until you make it. Donc fake it, faut le faire, mais quand même après il y a la réalisation quand même. Bon après, mais sauf que c'est pas forcément plus illogique que se dire je vais passer des années de R&D, je vais devoir lever 300 millions pour créer un premier camion à hydrogène et après je vais aller voir mes clients et ils vont me dire bah non, votre camion je veux pas pour X raisons. D'ailleurs juste encore un dernier exemple personnel parce que ça m'a tellement marqué. Juste encore sur la même boîte. Après, j'ai monté des boîtes tech, mais cette boîte-là, Séjour pour enfants, j'ai fait une étude de marché. Parce qu'on m'a dit qu'il faut faire une étude de marché sur une colo pour faire partir les enfants avec les grands-parents. Et 3000 personnes ont dit c'est la meilleure idée du siècle, les enfants avec les grands-parents, c'est génial, c'est intergénérationnel, moi j'adore, je veux. Et c'était des clients potentiels, c'était des grands-parents, des enfants, voilà. On a réussi, je crois qu'on l'a fait partie 3 fois en 10 ans cette colo, parce qu'en fait la réalité derrière le truc c'est génial pour les autres. Moi je peux pas parce que moi le grand-mère il n'est pas dispo, le grand-père il est chiant, voilà. Il y a toujours 1000 raisons. Le marché c'est quand les gens ils ont sorti la carte bancaire ou ils ont signé un contrat. Donc quand on va monter des boîtes, on va aller voir des vrais clients. Si c'est du B2C, on va créer des sites internet. On va faire de la publicité et on va voir si ça achète. Si c'est du B2B, on va aller voir les vrais clients et on va leur dire on a cette innovation, est-ce que vous achetez oui ou non? Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir dans nos actionnaires des entreprises, alors des très grosses boîtes, des PME, qui sont nos clients finaux. Parce que, et c'est ce qu'on discute avec eux, quand on les a au téléphone, avec la direction des très grosses entreprises, on leur dit on a besoin d'un téléphone rouge, on vous appelle, on vous dit on a cette innovation-là, donnez-nous le numéro de téléphone de la personne qui va pouvoir nous dire j'achète ou j'achète pas. C'est comme ça qu'on va les monter. Et alors, dernière chose sur les business models. Notre rôle, ça va être de trouver le business model en open source. J'ai besoin de le redire ici. Les boîtes open source que Time for the Planet va créer vont générer de l'argent. Elles vont être rentables, parce que sinon, on n'aura pas d'impact. C'est Time for the Planet qui ne redistribue pas cette valeur à ses actionnaires et qui l'utilise pour créer d'autres boîtes. Une boîte open source peut faire énormément d'argent. Je donne un exemple. Vous avez une technologie de carte informatique qui se situe à l'intérieur des téléphones, par exemple de Samsung, qui est basée sur qui est complètement open sourcée par une université américaine. Et une entreprise s'est saisie de cette techno, donc l'a pas privatisée, elle a fait comme n'importe qui aurait pu le faire. Elle a dit je vais monter une boîte et je vais le vendre. Cette boîte, elle a fait 5 tours de table, elle a levé 190 millions d'euros. Et les gens n'ont pas investi parce qu'ils trouvaient ça cool d'investir. Ils ont investi parce qu'ils savent qu'ils vont gagner de l'argent. Et n'importe quelle autre boîte aurait pu faire ça. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est comme Vicat. Vicat, vous savez, les cimentiers. Vicat a mis le ciment en open source dès le départ. Si Vicat ne l'avait pas fait, on aurait perdu peut-être 10-15 ans d'industrialisation du monde. Et Vicat n'aurait peut-être pas réussi à grandir, en fait, parce qu'on a besoin d'un écosystème. Même Tesla commence à mettre à disposition en open source certains éléments parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à faire en sorte qu'il y ait suffisamment de bornes de recharge. Ils en ont besoin. Donc ils disent, allez-y, utilisez ces technos parce qu'on a besoin de vous pour que le marché grossisse et que nous, Tesla, on grossisse. C'est ça la logique. Et ce sera notre taf de trouver les bons business models pour nos entreprises. Tout ce que tu décris là, c'est intégré dans le processus qu'a décrit tout à l'heure Nicolas. Après le comité scientifique, c'est ce qu'on appelle la phase de gros hacking quand on l'a présenté tout à l'heure.
On vient de voir, du coup, il y a plein d'éléments clés pour pouvoir transformer les innovations finalement en entreprise à succès réellement. Concrètement, question ouverte à tous, comment vous pensez que Time va faire pour arriver finalement à avoir un taux de succès supérieur à la moyenne? Parce qu'on se le dit souvent, pour le coup, on n'a pas le droit à l'échec. On a une urgence climatique, on a les moyens de tout le monde qu'on fédère, on veut éviter de se tromper. Comment on fait pour maximiser la réussite de la transformation des innovations en entreprise? Ce qui est intéressant, c'est de voir que chez Time, on a pris le soin de réunir autour de la table et autour du projet les meilleures pratiques pour faire émerger des projets d'innovation et probablement aussi parmi les meilleures solutions. Voilà. Et c'est déjà un bon point de départ, c'est de dire on a fait un benchmark de ce qui se faisait de mieux et surtout de ce qu'il faut éviter de refaire en termes de bêtises. Voilà. Et de l'appliquer comme ça, une cartographie des bons sujets qui sont sourcés dans le monde entier et qui vont ensuite passer dans les mains des experts, des évaluateurs, etc. Enfin, ça donne quand même beaucoup plus de chances ensuite au sujet d'être une vraie réussite. On l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup d'étapes. C'est un cheminement, c'est un long cheminement finalement d'être un entrepreneur dans le domaine de l'innovation. Et je pense qu'en fait, le fait de l'outiller, le fait de l'accompagner, c'est vraiment quelque chose de déterminant. Et je pense qu'on va plutôt s'orienter vers des taux de succès qui seront proches de 50% plutôt que ceux qu'on a actuellement qui sont plus proches de 20%. Ok. Moi, ce que je trouve très, très rassurant, c'est que, comme tu dis, Mehdi, j'ai coutume de dire aussi aux entrepreneurs, à l'origine était la commande. Que s'il n'y a personne qui a envie de passer le cap et de faire quelque part un sacrifice en sortant de l'argent de sa poche, mais parce qu'il a identifié une valeur, il n'y a pas de projet. Donc, ce qui me rassure beaucoup, c'est que dans le monde de l'impact, on a un peu tendance à se dire qu'il ne faudrait pas parler d'argent, ce serait mieux. Or là, non, mettons les pieds dans le plat, il faut parler d'argent parce que tout le monde en a besoin, pour des belles causes, pour des grandes causes, et donc il faut des business models viables. Et je pense qu'en termes de posture, le message est parfait. Merci. De mon côté, je pense que le fait de s'appuyer sur des données scientifiques lors de l'évaluation de ces innovations est fondamental et primordial, parce que cela est directement lié ensuite au caractère, disons, profitable, à la profitabilité de ces innovations. Le fait d'éviter des effets, des impacts indirects le long du cycle de vie de ces innovations est fondamental pour en assurer la réussite. Et Mehdi, on dit également que l'open source nous aide à éviter, à faire un taux de succès à 100%. Tu peux détailler un petit peu ce qu'on entend par là? Oui, mais ça c'est le drame du fonds d'investissement, c'est que vous allez investir dans 100 boîtes et à la fin il va vous en rester 2 qui sont devenues énormes, 4 qui sont devenues grosses et le reste c'est soit ça vivote soit c'est mort. Le problème qu'on a avec le changement climatique, c'est qu'en fait les boîtes qu'on crée, c'est le moyen pour que des innovations dont tout le monde a besoin puissent émerger puis s'imposer. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir de l'échec. Et quand vous parlez avec les fonds d'investissement dans les coulisses, tous vous disent que le cimetière start-up est rempli de brevets fondamentaux qui sont perdus pour la science et perdus pour l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, les choses sont plus complexes que de juste dire une techno a été brevetée. Une fois que l'équipe s'est délitée et qu'elle emporte avec elle ce brevet, finalement, c'est très compliqué de revenir dessus, même s'il n'est pas exploité. Donc, il faut dès le départ dire, voilà, la techno, elle est là, elle est à disposition. Mais ce n'est pas le seul effet positif. C'est-à-dire que, effectivement, si on meurt, pas physiquement, hein, mais si notre boîte, la boîte qu'on a créée, meurt, on a cette chance que, comme d'autres ont commencé à le copier, l'améliorer, l'innovation continue à se diffuser. Mais ce n'est pas la seule chose. La deuxième chose, c'est que si vous faites un brevet, vous vous conditionnez, vous vous mettez dans une situation dans laquelle vous devez faire 2 choses qui sont très pénalisantes pour l'entrepreneuriat. La première, c'est que vous devez devenir paranoïaque pour vérifier que personne n'est en train d'essayer de breveter un bout de votre truc. Dans tous les pays, il faut investir financièrement pour pouvoir le vérifier. Ça vous met dans les dispositions qui ne sont pas focus sur votre vrai sujet. Et la deuxième chose, c'est que ça vous oblige en plus de ça à réaliser vous-même tout un tas de choses que vous n'auriez pas besoin normalement de faire vous-même. Par exemple, imaginons qu'on a un système de captation du CO2 à la sortie des cheminées d'usines et on va voir un énorme industriel pour lui dire voilà, vous avez des usines dans le monde entier, je vous propose de mettre cette boîte noire que j'ai conçue pour capter le CO2 et ça vous donnera tel bénéfice. Cette boîte-là, elle doit faire confiance à une start-up qui n'existait pas il y a 3 ans pour mettre en place quelque chose à l'échelle de son groupe
sur lequel elle n'a pas du tout la main parce qu'elle ne sait pas comment, enfin, elle ne pourra de toute façon pas s'approprier cette technologie. C'est compliqué. Et en plus de ça, il faut que moi-même, en tant que start-up, j'investisse financièrement des dizaines, des centaines de millions pour pouvoir être capable de servir le client. Il y a une autre façon de voir. Vous allez voir avec la même techno et le même client et vous lui dites, voilà, cette innovation, vous pouvez la répliquer vous-même. Moi, ce que je vais vous vendre, c'est l'expertise pour le faire, le temps de cerveau d'ingénieur pour le faire. Et comme en plus je le fais dans plein d'endroits différents et que je vais me focus moi sur l'amélioration, chaque année, je vais vous vendre les améliorations de ce système-là. C'est vous qui allez investir financièrement parce que vous, c'est rien pour vous d'investir. Alors que moi, il va falloir que je fasse le tour de la Terre pour trouver des investisseurs qui vont aller mettre 400 millions et qui vont vouloir retirer 1 milliard à la fin. C'est quand même beaucoup plus simple de se dire je vais juste me concentrer sur les 5, 10, 15 millions d'investissements qu'il me faut au début pour en sortir une marge, parce que nous, Time for the Planet, on voudra ressortir avec une marge, mais je pense que c'est quand même plus crédible de dire qu'on va ressortir avec 20 millions ou 30 millions en ayant mis 5 ou 10 que de ressortir avec 1 milliard en ayant mis 400 millions. Donc l'idée, c'est d'investir moins, plus intelligemment, pour moins de risques et plus de retour sur investissement, en tout cas plus rapidement, sur un plus grand nombre de boîtes. Et si on disparaît, on est quand même là, parce que l'open source bénéficie à tout le monde. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup du coup pour cet échange. Merci. On conclut la 3e partie, mais également l'émission. Donc merci à tous de l'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Nous, on s'est bien amusé sur le plateau. N'hésitez pas, du coup, vous l'avez vu, on a mis en place toute une méthodologie pour sélectionner les innovations. On s'appuie sur l'écosystème, on s'appuie sur des méthodologies. Donc, si vous avez une innovation, proposez-la en ligne. Et pour les plus curieux d'entre vous, si vous avez des questions, on organise une session de questions-réponses avec l'ensemble des cofondateurs pour répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir sur l'initiative Time for the Planet. Bonne soirée à tous. Merci.